je ne vais pas pouvoir rester toute la séance avec vous, mais ça n'a aucune importance puisque c'est Sorge Chalandon que vous attendez, tout va bien. Au nom de la municipalité, donc je suis Isabelle Dupuis, en charge de la culture à Saint-Malo. Je voulais vraiment marquer le coup de cette rencontre très particulière. Particulière parce que c'est la dernière rencontre mensuelle dans l'Ocre Malouine, et c'est pas du tout un adieu, c'est un très bel au revoir. Je vois que la présidente Charlotte Cabot me regarde avec son regard et puis son tempérament de feu. Pourquoi un au revoir? On a préparé ça en avance. Parce que vous savez que ces rencontres mensuelles, ça fait 10 ans qu'elles nourrissent vraiment la vie culturelle à Saint-Malo et on en est très fiers. Voilà, je pense que votre présence en atteste. Mais voilà, il y a de nouveaux projets. Je pense que c'est bien quand un projet s'est installé, qu'il sache se renouveler. Et en l'occurrence, vous savez que le projet, le prix Brise-Lame, eh bien, va se renouveler. Et la ville de Saint-Malo sera en soutien, comme elle a toujours été auprès de l'Ancre Malouine. Et donc, dès l'année prochaine, dès 2024, il y aura une sélection de romans pour ces nouveaux rivages littéraires qui vont mettre en avant, mais c'est Charlotte Cabot et son équipe qui vous ont déjà d'ailleurs donné des détails. Donc voilà, vous allez explorer avec l'Ancre Malouine l'aventure du style, l'audace de l'écriture, et vous aurez des rencontres ouvertes à tous les Malouins, avec les auteurs de rencontres, et ce sera à la Grande Passerelle. Et voilà, une belle aventure pour renouveler le projet de l'Ancre Malouine. En attendant, eh bien, pour marquer le coup, qui d'autre que Sorge Chalandon? Je ne sais pas si c'est l'Ancre Malouine qui choisit ces grands écrivains ou si c'est Monsieur Chalandon qui a choisi l'Ancre Malouine. En ce sens, là, c'est un choix de lui. Oui. On sait que Monsieur Chalandon est toujours très bien accueilli à Saint-Malo, en particulier avec Charlotte Cabot, son équipe et l'Ancre Malouine. Et c'est vrai que c'est un honneur de terminer cette belle navigation avec lui. Bravo à toute l'équipe, en particulier à Charlotte Cabot, l'équipe qui est devant moi également et qui est tout autour. Moi, je tiens vraiment à saluer ce gros travail et le succès du public est au rendez-vous. Et maintenant, Charlotte, je te laisse poursuivre. Donc j'ai le plaisir d'accueillir, et il va pouvoir arriver, et vous allez lui faire un triomphe, parce que ce n'est pas rien d'accueillir Sorge Chalandon. Et j'accueille en Sorge Chalandon l'écrivain, l'homme très empathique, et également l'ami, mon ami. Alors, bonjour, bonsoir. J'aime bien être ici. J'aime bien être ici, comme Charlotte est là. Donc je vais en profiter, parce que je n'ai pas tout suivi, mais je crois aussi un petit peu quand même. On va arrêter, c'est ça? Un petit peu hein? C'est la troisième fois, en fait, que je viens à Saint-Malo. La troisième fois que Charlotte invite, que Charlotte protège. C'est important. Lorsque vous êtes invité dans une rencontre, je ne sais pas comment vous allez être reçu en fait. Est-ce que le texte va être accueilli? Est-ce que l'auteur va être protégé? Et protéger, c'est un mot qui compte pour moi beaucoup. L'enfant qui est en moi a toujours eu besoin d'être protégé. Maintenant, j'ai un certain âge, mais quand même. Et ici, il y a toujours eu une protection particulière. C'est-à-dire, j'aime pas les mots comme une gentillesse. Non, c'est plus que ça. C'est plus joli que ça, c'est plus intelligent que ça. C'est plus élégant que ça. Donc j'aime bien travailler ici avec Charlotte, j'aime bien être avec vous. Parce que je sais que je suis sous sa protection et que le texte est sous sa protection aussi et elle l'accueille. Et c'est important pour moi que le texte soit accueilli, que les auteurs, hors moi, tous les autres qui viennent sous ces bons auspices sont accueillis aussi. Et donc je sais que, je ne dis pas que ça va me manquer parce qu'on aura d'autres occasions de se voir, j'espère, sur d'autres raisons, sur d'autres projets, sur d'autres choses. Mais en tout cas, c'est les 3 fois que je suis venu ici vous voir, avec un livre chaque fois différent, et Charlotte en metteuse en scène. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Et une fois encore, là, vous imaginez la gueule de ma famille, parce que c'est Noël. Ouais. Voilà. Donc
j'ai juré que je serais là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui, et je ne t'accompagne pas, je te quitte pas, je te suis. Voilà. Merci à tout le monde. Et moi, derrière, il faut que je fasse une interview. Voilà, c'est beaucoup d'émotions, Sorge, beaucoup d'émotions et beaucoup de bonheur à lire ces livres. Il y a une grande bibliothèque Chalandon à la maison. Et il y a des questions que je vais poser ce soir qui ont un grand rapport avec le texte, mais pas seulement. Alors voilà, donc on va parler ce soir de l'Enragé, parce que d'habitude on parle de plusieurs livres, on fait des rétrospectives. Là, on va parler de l'Enragé, livre de 400 pages, et on va commencer tout de suite. Je voudrais commencer avec le titre, Sorge, comme je le fais tout le temps. Le titre de ce texte rappelle forcément celui de Jules Vallès. L'insurgé dans la trilogie, l'enfant, le bachelier, l'insurgé. À ceci près qu'en disant l'enragé, on est dans le point de vue des tortionnaires. Alors que l'insurgé, ça s'inscrit plutôt dans un combat politique où celui qu'on nomme est un peu valorisé. Le plus étonnant, c'est que l'enragé, il revendique de l'être. Il veut être l'Athènes, comme on l'a surnommé. Est-ce que c'est pas un peu terrifiant de ne pas avoir d'autre choix, d'autres remparts pour faire valoir ce que l'on est, que d'adopter le point de vue des bourreaux? Vous voyez? 3 fois que c'est comme ça. C'est pas le point de vue des bourreaux, du tout. Mais je pense que vous allez nous expliquer ça. C'est pas le point de vue des bourreaux, c'est-à-dire que... D'abord, c'est très étrange parce que je voulais l'appeler l'enragé depuis un petit moment déjà, et on pensait que c'était déjà pris par Jules Vallès. On s'était trompé. Ah bah oui. On s'était trompé. Vous s'était trompé, oui. Et donc, c'est non, l'enragé, c'est Vallès, c'est trop tard. Et c'était l'insurgé, évidemment, mais on a mis un certain temps, et tous, à ne pas lier Vallès à l'enragé. Ensuite, on voulait l'appeler la Teigne, qui sera le pseudo, le surnom. Oui, mais qui est surtout l'ouverture du roman. Et la Teigne, c'est ça, en fait. La Teigne, c'est tout pourri, c'est les cheveux qui tombent, c'est une teigne, c'est une sale teigne, c'est une petite teigne. Et mon petit Jules et moi-même, je crois qu'on vaut mieux que ça. Donc on a laissé tomber la Teigne. J'étais pas tout à fait sûr, parce que moi je voulais vraiment la Teigne. Et puis Grasset a fait une chose qui était plutôt intelligente, mais ils savaient qu'ils allaient gagner. Ils ont fait 2 fausses la Teigne, l'enragé. Ils m'ont dit alors, bah oui, évidemment, la Teigne ça marchait pas du tout. Pourquoi la rage? Parce que c'est quelque chose qui me... Alors c'est pas bien. On ne peut pas vivre avec la rage, on ne peut pas être mené par la rage, on ne peut pas être conduit par la rage. Mais en même temps, la rage, quelque chose qui m'a conduit depuis l'enfance, qui n'est pas mon but dans la vie, mais en tout cas qui a été un moteur extrêmement important pour moi. Rage de vivre, rage de survivre, rage de m'en sortir, rage de quitter la famille d'abord. Et je voulais prêter à ce personnage-là ce qui était mon sens, ce qui était mon corps, et ce qui était ma façon d'être et de vivre. Donc l'enragé n'est pas du tout le point de vue des bourreaux. Le point de vue des bourreaux, ça serait le délinquant, ça serait le fameux poème de Prévert, Voyou, chenapan. Non, l'enragé, je revendique. C'est bizarre parce que je revendique tranquillement en fait. C'est une rage de vivre qui est importante. C'est pour ça, c'est comme sur le livre que j'avais écrit sur le cancer, ça s'appelle Une joie féroce. C'est une joie féroce aussi. C'est la même chose. Nous sommes dans les mêmes eaux de survie absolue. Et pour survivre, pour cette survie-là, il faut quelque chose en plus que le bonheur ou que des choses que j'ai mis du temps à comprendre et à pratiquer. Donc la rage, je ne dis pas que la rage est un moyen de vivre, mais la rage peut être en plus, c'est une rage adulte désormais. C'est-à-dire, elle est apaisée. C'est bizarre, les rages apaisées, mais c'est une rage apaisée. C'est quelque chose qui fait que je vais d'un point à un autre avec la certitude qu'il ne faut rien sur mon chemin
qui blesse, rien sur mon chemin qui opprime, rien sur mon chemin qui diminue, rien sur mon chemin qui manque de respect. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument constant. Donc, quand j'écris L'Enragé, d'abord, je ne sais pas qu'il va s'appeler L'Enragé, je ne sais pas que ça va s'appeler S'enrager, mais moi, ce que je veux, j'espère que ce livre-là, en fait, j'espère, vraiment, c'est la dernière revanche de l'enfant battu, en fait. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'étais donc enfant battu, j'ai assez écrit là-dessus, mais c'est important. Il fallait que ça sorte par tous les pores de la vie, de la peau et de la littérature, mais en tout cas, il fallait qu'à un moment donné, mon père qui est mort maintenant, qui est mort en 2014, voulait me mettre dans un centre comme celui-là, peut-être même dans celui-là, et il fallait que j'y aille dans ce centre-là. C'est-à-dire que ce centre-là, qui a fermé en 1977, donc qui a ouvert en 1840 et qui a fermé en 1977, il disait, c'était sa pire colère, la pire colère, mais je pense que tout le monde a entendu ça, pour les plus anciens. Peut-être en maison de correction, en maison de redressement, c'est quelque chose qu'on a tous entendu plus ou moins, sauf que lui mettait ça en scène de façon extrêmement brutale, et il disait, il y a en Bretagne, au milieu de la mer, il y a une île, avec un centre pénitentiaire dessus, qu'il appelait la maison de redressement, qui est en fait la colonie pénitentiaire de Belle-Île. Et il disait, c'est un lieu où je suis sûr, on sera sûr, il incluait ma mère dedans, on sera sûr de ne plus revoir ta gueule jamais. Et ça, c'était important pour moi parce que cette menace-là de mettre un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, dans un lieu où on ne reverra plus sa gueule jamais, en Bretagne, sur une île, au milieu de l'eau, avec les murs, les gardiens, plus l'océan comme gardien ultime, pour moi, ça a été ma panique pendant toute mon enfance. Et quand, en 1977, j'apprends qu'un centre, qui s'appelle le Centre d'éducation sur l'île de Belle-Île, vient de fermer ses portes, tout d'un coup, je fais le rapprochement entre la menace de mon père sur me mettre là et ce qui vient de fermer là, et je me rends compte effectivement très vite que le centre pénitentiaire et le centre d'éducation surveillé et la colonie pénitentiaire de Belle-Île et la menace de mon père étaient la même chose. Et donc j'ai voulu d'abord écrire ce livre dans une raison simple, c'est tu voulais me mettre là, papa, ben j'y vais. Alors évidemment, j'y vais, nous sommes dans les années 30, mais j'y vais, je vais y aller, mais ça ne va pas se passer comme tu le souhaites. Je vais aller là-bas, avec la rage qui est la mienne, et je vais aller au bout de ce que tu espérais pour moi, au bout de la menace que tu faisais d'envoyer ton fils dans ce centre-là. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, en fait. C'est-à-dire que si ce centre n'avait pas été fermé en 1977, je n'avais pas entendu parler de lui, je n'avais pas été menacé d'y être, jamais je n'aurais écrit ce livre-là. Donc ce livre-là, c'est... c'est encore un dialogue avec votre père. La dernière fois, j'espère, mais c'est un dialogue, vous vous rendez compte là maintenant, parce que j'en parle, mais on ne le voit pas que c'est un dialogue. Non, mais ils vous ressemblent quand même comme des gouttes d'eau. Hein. Oui, mais je ne le dis pas. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Jules en 1934 qui s'évade avec ses copains, mais moi je sais que si j'ai écrit ce livre-là, c'est parce que j'ai été menacé d'être mis dans ces conditions-là, et donc il m'a fallu, c'est ça qui est important pour moi, là je ne suis pas historien quand j'ai écrit ce livre-là, je ne suis pas non plus journaliste, je suis romancier. Et donc là je ne viens pas vous dire que des enfants ont souffert dans les années 30, oui, bien sûr, on le sait. Je ne vais pas non plus faire un travail sur les colonies pénitentiaires en France. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est, à un moment donné, pouvoir me glisser dans la peau de quelqu'un, d'abord avoir le droit de le faire, une légitimité à le faire, et partant d'une histoire réelle, ce centre, cette évasion, cette tentative d'évasion, qui est dans ce livre-là, qui a existé effectivement en 1934, le 27 août 1934, partant de là, prendre ma part de responsabilité et prendre ma part de cette vie-là et devenir l'un d'eux, devenir l'un de ses enfants. Tu voulais que j'y aille? Ben j'y vais. Et ça ne va pas se passer exactement comme tu pensais. Ça change tout. Hein. Pourquoi? Parce que ça change tout. De savoir ça. Oui, parce que là... et c'est pour ça qu'on fait des rencontres. Oui, bien sûr. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire que toutes les clés ne sont pas dans les livres. Parce que ce que j'aime, c'est lorsqu'on fait une rencontre, que l'on en parle, et que quand on me dit, mais oui, je suis Jules. Je suis ce petit Jules
Bono des années 30, c'est exactement moi. Mais ça change tout parce que c'est un moyen, la rencontre est un moyen, et c'est pour ça que j'aime ça. C'est-à-dire c'est un moyen de... Je pense qu'écrire un roman, c'est de l'orgueil pur, en fait. C'est extrêmement orgueilleux. Écrire, publier, c'est extrêmement orgueilleux. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut publier. Non. Mais si, bien sûr. Oui, sûr que... Mais je pense qu'on porte tous une histoire, tous. On porte tous des histoires. Après, il y a la mise en route, il y a l'imprimeur, il y a l'éditeur, il y a tout ça. Mais je trouve que c'est de l'orgueil. La moindre des choses, lorsqu'on a l'orgueil d'écrire, c'est qu'après, il faut s'expliquer. Et moi, je ne supporte pas, il y a des auteurs qui écrivent, puis voilà, puis qui dérouillent le livre, et moi, j'ai pas envie de faire une rencontre, etc. Moi, je trouve que la moindre des choses après, une fois que le livre est sorti, c'est expliquer pourquoi. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ce livre? Pourquoi je l'ai écrit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qui n'est pas dans le livre, mais qui est en rapport avec le livre? Qu'est-ce que ce livre veut dire dans un parcours d'auteur, d'homme, etc., etc. C'est à ça que ça sert, mais je ne veux pas en même temps que, lorsqu'on lit ce livre, qu'on soit pollué par les raisons pour lesquelles ce livre existe. En revanche, là, on peut le faire. Puisque là, je peux vous expliquer que si ce livre existe, parce que j'étais un enfant battu, je n'aurais pas été un enfant battu, je n'aurais jamais pu écrire. Pour écrire l'enragé, il faut connaître, pour écrire la violence d'un coup de ceinture sur son dos d'enfant, il faut avoir pris des coups de ceinture sur son dos d'enfant. Autrement, je ne peux pas inventer la violence. La morsure d'une ceinture sur mon dos d'enfant, je ne peux pas l'inventer. Il a fallu que je le vive. Il y a de très bons auteurs qui peuvent le faire, de grands auteurs qui peuvent devenir ce qu'ils n'ont jamais été. Moi, depuis le début, depuis tout ce que j'écris depuis le début, il faut qu'il y ait un fond réel d'une violence, d'une douleur, d'un accident, mais en tout cas, il faut qu'à un moment donné, si quelqu'un me dit « mais de quel droit avez-vous écrit ce livre ?» il faut que j'explique pourquoi je l'ai écrit et qu'effectivement, il faut que j'ai le droit d'écrire ce livre. C'est-à-dire que j'ai un problème de légitimité. J'ai écrit un livre sur le cancer parce que j'ai un cancer à ce moment-là. J'ai écrit un livre sur l'Irlande parce que mon ami irlandais est un traître. J'ai écrit un livre sur la guerre Sabra et Shatila parce que j'étais à Sabra et Shatila. J'ai écrit L'Enragé parce que mon père voulait me mettre là. Et c'est ça qui est important, c'est que tout le reste découle après de ça, mais je ne veux pas que le pourquoi du livre reste entre moi et moi, parce que c'est intéressant aussi de le lire à l'aune de cette histoire-là et de cette obligation-là. Donc, L'Enragé, je ne me suis pas posé les questions comment je vais appeler ce livre, etc. Cette rage-là, c'est une rage qui m'a fait m'enfuir de chez moi quand j'avais 16 ans et demi. C'est une rage qui m'a poursuivi lorsque j'étais sans domicile fixe pendant 1 an et demi dans la rue à Paris. C'est une rage qui m'a conduit tout le temps. C'est une rage qui m'a fait rentrer à Libération. C'est une rage qui m'a fait faire du journalisme. C'est une rage qui m'a fait aller sur les fronts de guerre pendant 22 ans. C'est cette rage-là. Et ce n'est pas une rage de personnes qui s'arrachent les cheveux. C'est une sorte de rage froide où aller marcher un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, toujours. C'est ça, cette rage-là. Et là, il faut que je m'échappe de cette colonie pénitentiaire. Et je ne peux m'en échapper que si effectivement il s'est passé quelque chose dans l'histoire réelle, dans l'histoire officielle, dans la vérité historique. C'est-à-dire que je ne peux pas m'échapper seul, je ne peux pas. C'est-à-dire que ça c'est une chose que, quand j'écris un roman comme ça, qui se passe à Belle-Île-en-Mer en 1934, ce que je redoute le plus vraiment, c'est le vieil historien local qui travaille sur Belle-Île depuis 71 ans, et qui va dire, mais attendez, l'uniforme des gardiens n'était pas de cette couleur exactement. Et il a raison. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas l'uniforme des gardiens exactement la couleur exacte de l'uniforme des gardiens, je ne peux pas écrire. C'est-à-dire qu'il faut que je ne prête le flanc à aucune approximation. Avant que Jules existe, il faut que tout existe. Et donc moi, je ne peux que rentrer dans l'histoire réelle en créant un personnage qui va être fictif. Il faut que j'ai le droit, on pourra en parler, mais je n'aurais pas pu écrire Jules. Il fallait des raisons pour que je puisse écrire Jules et devenir Jules. Mais tant que je ne suis pas dans un environnement absolument réel, historique, qu'on trouve cette histoire dans la presse, on trouve cette histoire chez les historiens, etc., tant que tout ça n'existe pas, je ne peux pas créer un personnage de fiction. Il faut impérativement que tout soit vrai pour ensuite aller vers la littérature et aller vers la fiction. Il faut que le socle soit réel. Je veux, par exemple, ça se passe le 27 août 1934 par gros temps,
c'était un temps épouvantable cette nuit-là. Je me suis promené longtemps en août dans des conditions météo identiques, la nuit, comme Jules, pour savoir si la mer allait sur la route côtière lorsqu'elle était grosse ou pas. C'est rien. Mais si la mer va sur la route côtière, je peux écrire que la mer va sur la route côtière. Si la mer n'y va pas, je ne peux pas écrire que Jules est mouillé par la mer parce qu'elle n'y va pas. C'est-à-dire que je veux que tout soit... Voilà, si la vague passe et arrive sur la route côtière et mouille Jules, et si Jules est trempé de mer, je ne peux le faire que parce que j'ai vu que la mer passait, la route côtière. Je pense que août 34 ou août 2023, c'est à peu près le même moment, mais en tout cas, il faut que je croie dans Jules, il faut que je croie dans cette nuit-là, il faut que je croie dans ces personnages. Si je n'y crois pas, j'aurai un problème. Donc, tant que tout ça n'est pas absolument d'équerre, je ne commence pas à écrire. L'enragé, la tête, tout ça, c'est accessoire. Mais ce n'est pas le bourreau. Hein. Le bourreau aurait appris Il le trouvait plein de rage. Donc c'est pour ça que je dis, il parlait du point de vue du bourreau. Ça, non. Le disent, il est enragé, ce gamin, voilà quoi. Ouais, mais oui. Bah oui. Voilà. Ça me va. Bon, ben je suis content que j'attaque. Le bourreau, il aurait pu, ce titre, ça serait c'est le petit con, quoi. Oui. Alors, la colonie pénitentiaire Haute-Boulogne, elle est sur une île. Et d'habitude, les connotations qui s'attachent à une île, c'est plutôt l'inverse de ce qu'elle est ici, notamment en ce qui concerne la liberté, loin du continent, un univers paradisiaque. Or... Elbe. Pardon? Elbe. Oui. Non, c'est exactement ça. L'île, c'est l'enfermement. L'île, c'est l'enfermement. Enfin, l'île, c'est... La notion, bien sûr, et la notion du désespoir. Oui, pas forcément. Ben, c'est Victor Hugo, c'est l'exil, c'est aussi les îles où on va se... Le tourisme. Voilà, c'est ça. Ah oui, bien sûr, tourisme. Mais on ne parle pas de tourisme. Mais justement... Entre le tourisme et l'immigration. Ouais. Alors, moi, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà des murs de la forteresse, c'est l'océan qui emprisonne. Oui. Et il n'y a pas vraiment de possibilité d'évasion. Et vous écrivez, c'est lui notre haut mur, notre véritable prison. L'océan, c'est notre gardien le plus cruel, celui qui nous surveille, qui nous épargne ou qui nous assassine. Oui. J'ai noté d'ailleurs qu'il y avait énormément dans ce livre l'emploi du rythme ternaire. C'est une respiration très chardonnienne. De bec et de l'asthme. Ouais. C'est très frappant dans ce livre. Ouais. Alors, en même temps, la teigne, bon... Merci docteur, oui, c'est vrai. C'est vrai, là, elle est en train de me... C'est pas vrai? Si, tu es en train de me prescrire... Ça va être très dur, hein? Tu es en train de me prescrire la boteline, voilà. Non, mais c'est vrai, mais moi j'ai besoin... je pense qu'on en a déjà parlé ici, mais le bégaiement me fait en tout cas que je m'abrite derrière les points, derrière la ponctuation. Je cours vers le point, je me cache, je repars à l'assaut, je me cache, je repars à l'assaut. J'aurais jamais pu écrire, je sais pas, la recherche du temps perdu. J'allais dire la période proustienne. Mais jamais. C'est sûr. Non. Alors, en même temps, la teigne... Longtemps, point. Ouais. En même temps, la teigne... Non, surtout pas en ce moment. C'est pas dans un entretien, Sorge. Et puis les yeux dans les yeux aussi. Non, en même temps. On s'en va ou continue? Non, mais on fait un peu de politique aussi. Donc, oui. Pas en même temps, mais la teigne rêve d'être marin, veut pas le travail de la ferme, la terre en quelque sorte. Mais moi, je voudrais savoir s'il n'y a pas quelque chose d'épique à passer outre la violence des hommes et à se sentir prisonnier de l'élémentaire. Parce que j'ai quand même lu cette phrase, s'ils veulent me dresser, qu'ils l'ordonnent à la houle, au vent et au courant. Il est épique ce petit, il veut la violence des hommes, c'est une chose, mais on s'affronte quand même à l'élémentaire, quoi. Non, magnifique. Non, voilà. Très beau rythme ternaire. Reprenons. Ces colonies pénitentiaires se piquaient de donner à des enfants la morale et un métier. Lui, il est à la colonie pénitentiaire de Belly, qui est divisée en deux. D'un côté,
le travail de la terre, de l'autre côté, le travail de la mer. Donc lui, ce qu'il dit, c'est si vraiment vous voulez me punir, punissez-moi comme un marin. Voilà. Ne me mettez pas dans un cachot. Voilà. Donc non, c'est juste que lui, depuis le début, il est comme moi. C'est-à-dire que moi, il faut peut-être qu'on comprenne un peu, parce qu'on est dans... Mais on parle de quoi, là, en fait De l'enragé. Oui, non, je sais. Mais peut-être que tout le monde l'a pas lu, peut-être qu'il faut... tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est... C'est leur problème, ça, rejoint. Non, vraiment. Pas le nôtre, hein. C'est le nôtre. Non, bien sûr, c'est le nôtre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... On parle d'une colonie pénitentiaire. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 choses à dire sur la colonie pénitentiaire. Des enfants de 12 ans à 21 ans qui sont mis là. Des enfants à qui on reproche ne sont pas des délinquants, ne sont pas des criminels, évidemment. Ce sont des enfants qui n'ont pas leur place ici, dans ce monde-là, parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils sont vagabonds, parce qu'ils ont volé un œuf, un pain, parce qu'ils ont mal regardé leurs parents, parce qu'ils ont répondu. Il y a l'un de ces enfants qui venait de Quimperlé, et il y a une fête mariale qui passe le 15 août, et donc avec la procession, la Vierge Marie, la croix, et les enfants de chœur, le prêtre ou l'abbé. Il y a l'un des gamins, enfin il y a un enfant, en tout cas sur le passage de la procession, qui reste contre le mur, qui n'enlève pas sa casquette, qui avait une petite cigarette qu'il avait fait lui-même et qui crache sa petite cigarette par terre quand la procession passe. Le gendarme l'arrête, il lui dit qu'il faut enlever sa casquette, il refuse, et donc il est remis à ses parents, et ses parents disent on ne veut pas d'enfant, nous, chez nous, qui ne se découvre pas quand la Vierge Marie passe, et donc l'enfant a 14 ans et demi, Quimperlé, il est mis dans le pays pénitentiaire jusqu'à 21 ans. Son crime, c'est ça, de ne pas avoir enlevé sa casquette devant la croix et devant la Vierge. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui est important. Après, c'est-à-dire que c'est ces enfants-là que la République française, que la justice française, que l'administration pénitentiaire va essayer de redresser. Un gamin qui n'a pas enlevé sa casquette quand passe le crucifix. Ils vont essayer de les redresser par le métier de la terre ou par le métier de la mer, sauf que dans les 2 cas, on ne leur apprend pas un métier. On les fait travailler. Travailler du matin jusqu'au soir pour rien, gratuitement. Donc nous sommes dans un bagne, en fait. C'est véritablement... Voilà, c'est une bagne. C'est la définition du bagne, c'est un travail forcé, non payé. Par exemple, les enfants qui sont dans la colonie pénitentiaire de la mer, du matin jusqu'au soir, vraiment du matin jusqu'au soir, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, de l'aube jusqu'à la fin du jour, ils transportent des gamins de 12 ans, 13 ans, transportent des brouettes de sable, des brouettes de terre, des brouettes de coquillages, des brouettes de gravier qu'ils vont chercher sur la plage. En fait, ils font les routes du Morbihan. Les gamins font les routes du Morbihan. Et le Morbihan, c'est-à-dire le département, etc., paye la colonie pénitentiaire pour faire les routes du Morbihan. Et donc, c'est important que quand ce gamin-là, quand Jules est battu, quand Jules est puni, lui, ce qu'il dit, c'est punissez-moi comme un marin. Vous voulez que je sois un marin? Alors punissez-moi comme un marin, mais pas comme un voyou, pas comme un bagnard, pas comme un prisonnier. Punissez-moi comme un marin. Vous voulez faire de moi un marin, confrontez-moi au vent, à la houle, etc. Parce qu'en plus, la colonie pénitentiaire, il y avait un magnifique 3-mâts qui était dans le sol. C'est ça, un bateau échoué, quoi. C'était un bateau échoué, donc tous les gestes de marine, toutes les manœuvres étaient faites sur ce bateau échoué. Ça ne lui va pas, Jules. Et ce qu'il dit, c'est ok, vous voulez faire de moi un marin, convoquer les éléments de marine, le temps, le vent, la houle, tout ça pour me punir avec eux, mais votre violence d'homme ne me suffira pas. Voilà. Et quand il est attaché au mât, dans la cour, c'est pas très intéressant, parce qu'il est vraiment attaché au mât d'un bateau qui naviguera pas. Il est attaché au mât d'un bateau qui ne naviguera pas, une nuit entière. Mais ce qui est important aussi, c'est que
il n'y a pas de peine. Les enfants ne sont pas condamnés à 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont jusqu'à la majorité. Jusqu'à 21 ans. Jusqu'à 21 ans, qui était la majorité légale alors. Et le seul fait, le fait qu'il soit mineur, faisait qu'il y avait une condamnation de principe qui était levée tout de suite. Et alors pour un acte, par exemple un vol, une condamnation de principe qui est levée tout de suite parce que leur jeune âge, moins de 16 ans, faisait qu'ils et tout de suite après, soit on les remettait à la famille qui n'en voulait pas, soit il avait la possibilité d'être mis dans une institution, généralement catholique, mais l'enfant pouvait refuser. Il pouvait dire non, j'ai pas envie d'aller là. Il pouvait être mis dans une famille d'accueil, mais seulement ça passait extrêmement mal. Donc tout ce qui restait, c'était ces lieux-là. Il y en avait plusieurs en France, il n'y avait pas que Belle-Île. Il y en avait un qui était à Maitret, qui était très connu, le plus dur, où Jean Genet, Maitret a créé le poète et a abîmé un enfant qui est devenu Jean Genet à force de violence, à force de... Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se débarrassait des enfants des rues. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus les voir. Ça ne nous intéressait pas. Donc ce n'était pas les prisons, c'était autre chose, c'était ce centre-là. Et à 21 ans pile, à 21 ans, le jour de ces 21 ans, la gendarmerie venait à la porte, et il y avait 2 sortes de jeunes, ceux qui s'étaient bien comportés pendant la colonie pénitentiaire, donc ils sortaient de là et ils partaient à l'armée. Donc ça c'était bien, ils partaient à l'armée. Et ceux qui s'étaient mal comportés, en fait cette colonie était l'antichambre du bagne, et ils partaient à Cayenne. À Cayenne, oui. Voilà. Donc c'était, une fois qu'on était pris par ce centre-là, il n'y avait plus qu'un moyen de s'en échapper, à part essayer de s'en échapper comme les enfants ont essayé de le faire. Alors, Jules, c'est pas un colon tout à fait comme les autres, il y a un signe qui le distingue. Un signe qu'il porte sur lui depuis l'âge de 5 ans, où sa mère est partie, après lui avoir attaché au poignet ce ruban de soie grise qu'elle nouait dans ses cheveux alors qu'il dormait encore. Symbole de l'abandon maternel, ça revient comme un leitmotiv tout le long du texte. Il va même récupérer ce ruban dans la poche d'un de ses gardiens, qui lui avait arraché, et il dit même qu'il est orphelin de ce ruban. Il en parle tout au long du texte, sauf une fois, où il dit le ruban de maman. Donc moi j'aime bien qu'on s'attache au mot. Le ruban de maman. Est-ce que ce ruban n'est pas tout ce qui lui reste là comme signe d'humanité et peut-être de possible résurrection? Redevenir Jules Bonneau qui est masqué par la teigne. L'importance de ce ruban qui est vraiment obsessionnel dans ce texte. Et il est obsessionnel parce que quand je suis parti, quand j'ai fui, quand je me suis enfui, j'ai piqué un ruban à ma mère. Voilà. Là, je viens d'y penser. Voilà. Donc, un ruban de soie grise? Non, il était vert, vert. Mais non, mais c'était. Non, j'ai envie qu'il soit gris, parce qu'on va dire oui, vert, l'Irlande, tout ça. Non. Il était vert, et je l'ai pris dans sa petite boîte à bijoux de prise unique. Ça s'appelait prise unique à l'époque. Ou même, comment ça s'appelait? Oui, c'est ça, prise unique. Et je l'ai pris parce que je sais que c'est tout ce que j'aurai, c'est tout ce que je garderai d'elle. Et je l'ai eu longtemps avec moi, au fond d'une poche, chez moi. Je l'avais mis au cou d'une petite statuette que j'avais. Ah, oui. C'est intéressant parce qu'il va le mettre aussi au cou de quelqu'un qui viendra après. Oui, absolument. Et quand elle est morte au mois de mars de cette année. Mes parents sont de Lyon, donc je suis retourné à Lyon et j'ai choisi la Saône plutôt que le Rhône, et j'ai laissé partir le ruban dans le fleuve. Voilà, je rendais le ruban à la ville d'où je venais. Et c'était important pour moi, je ne trouvais plus qu'il y avait de signification, mais je n'aurais pas pu le jeter, il fallait qu'il parte dans un fleuve de Lyon. Et donc j'ai préféré la Saône. Et un fleuve féminin? Oui, ah, la Saône. Oui, puis elle est plus douce, elle est navigable, elle est plus sympathique. C'est étrange parce que des sociologues disent c'est bizarre, il y a peu de gens qui se suicident par la noyade à Lyon, parce qu'il y a le choix.
Je vais où dans la route, dans le route, dans le plat. Et dès qu'il y a le choix, il y a l'espoir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça assez joli. À Paris, c'est facile, il y a la Seine. Et en plus, à Lyon, il y a le Beaujolais, en plus, donc les 3 fleuves connus. Et donc là, et donc je tenais, parce que, en fait, Jules, je lui offre ce que je suis, Jules, à Jules. Je lui offre ce que je suis, donc ce ruban ne pouvait pas être entre ses mains comme il a été. Voilà, je ne pouvais pas faire l'économie du ruban de sa maman ou de la mienne. On a la même, je pense. Et je voulais que ce ruban l'accompagne. Mais dans le roman, c'est elle qui lui accroche le ruban au poignet parce qu'elle l'abandonne. Oui. Moi, elle ne m'a pas abandonné. Moi, elle m'a juste... elle m'a laissé, mais elle ne m'a pas abandonné. Alors, par moments, ce texte, il aurait pu aussi s'appeler Le Révolté, hein, comme il aurait pu figurer dans Les Misérables, je trouve. Ouais. Parce qu'au-delà de la violence narrative, il touche quand même à la satire sociale, qui est portée par la lucidité de Jules, parce que Jules est un enfant très intelligent, il sait lire les journaux volés par l'oiseau, et il sait écrire. On peut juste lire un extrait. Et Jules a passé son... les enfants pouvaient avoir la chance de passer leur certificat d'études, quand même, dans ces lieux-là. Et là, vous écrivez donc ça. Et vous savez quoi? Ça m'allait bien. Mon père buvait, ma mère s'était enfuie pour mieux que nous. Je vivais chez des vieux dans une ferme au milieu des champs. À l'école, j'apprenais des chiffres qui ne me servaient à rien. Le nom de pays où je n'irais jamais. L'instituteur nous parlait de morale. C'était quoi la morale? Laisser le bouillon à un enfant et garder la viande pour soi? Que faisait-elle pour moi, la morale? Et l'instruction civique? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, psalmodié par notre curé, j'en faisais quoi? Il me déteste, mon prochain. Il m'avait tiré les oreilles lorsque je pêchais le gardon dans le lac. Il avait traité ma mère de femme légère lorsqu'elle était partie. Il avait laissé mon père, ce héros de guerre, s'épuiser à ramasser les pommes de terre de salopards qui s'étaient cachés à l'arrière du front. Voilà mon prochain. Vous comprenez ça? Savez-vous ce que c'est d'avoir été abandonné pour un accordéoniste? De ne garder de sa mère qu'un ruban de soie ridé? Savez-vous ce que c'est de voler 3 heures en espérant les gober dans un buisson? Que savez-vous de la faim, messieurs, de la justice et du froid? Avez-vous déjà eu des sommettes en carton pour masquer le trou de vos chaussures? Savez-vous la honte d'un pantalon troué? Savez-vous la douleur des nuits sans parents? Personne n'en sait rien. Personne, jamais, ne parlera de cette solitude, de cette misère, de l'immensité d'une nuit sans toit lorsqu'on dort sous le ciel, de la rosée du matin qui perle sur la veste d'un pauvre. Alors, j'ai trouvé ça magnifique. C'est important, c'est que cette rosée du matin, je m'en souviens encore. Oui, eh bien, je vais y venir là. C'est là que tout se métamorphose. Ce texte, il aurait pu être que le récit au quotidien de la vie à Haute-Boulogne. Et là, intervient ce que j'appelle la grâce Chalandon. Intervient la grâce Chalandon qui va donner à ce quotidien une dimension universelle, comme le dit d'ailleurs l'exergue du texte, à tous les opprimés, à tous ceux qui ont vécu ceci ou ça, à tous les opprimés de la terre. Et voilà, c'est dans ce prosaïque très désespérant, tout d'un coup, il y a des éclats de poésie qui trouvent le malheur. C'est ça la grâce Chalandon. C'est comme dans le Mendiant de Hugo. Tu sais, ça termine par Sabure, où brillaient des constellations. Et bien là, je me suis dit, ici, c'est la rosée du matin qui perle sur la veste d'un pauvre. Je me demande quel fait s'est penché sur votre perso, cher Sorge, pour arriver à mettre de la grâce. Comment s'appelle la méchante fée? La méchante. Carabosse? Carabosse? Oh, je me suis dit, s'il me répond à la fée Carabosse, je m'en vais. Non, mais c'est pas moi qui... Je dis qu'il y a la grâce Chalandon qui intervient parce que c'est quand même très plombant et tout d'un coup, on a... Pour ça que je parlais des Misérables, c'est la rosée du matin qui perle sur la veste d'un pauvre. Perle, pauvre, on a toutes les antithèses qu'il faut. C'est Sabure où brillaient des constellations. Et je me dis, il faudrait quand même bien que je lui demande... J'entends. Ah ben je suis contente. Non mais j'entends, ce que je veux dire, c'est que là je mets en mots le glacé du matin. J'ai vécu ça. J'ai eu peur. J'ai été couvert de cette rosée qui met du temps et on espère que le soleil va se lever pour qu'elle disparaisse. Mais je ne souhaiterais pas que la légèreté d'un texte fasse oublier
la rosée du matin sur la veste d'un pauvre. Oui. Ça, c'est d'une violence absolue. Même si c'est joliment dit, je sais pas. Ah, c'est pas joliment dit, c'est un trou de lumière, quoi. Oui, mais Voilà. il reste Mais bien sûr. il reste tout ça. Mais bien sûr. Et donc, peut-être, de temps en temps, je me dis que je devrais être plus violemment prosaïque, ou moins éthéré, ou plus... Je pense à ça lorsque j'écrivais. Je trouve que faut pas toujours faire de la littérature avec la misère, avec la douleur, des fois, il faut que les mots ou les phrases soient à la hauteur de la violence, sans beauté. Et la beauté, parfois, aide à passer par-dessus. Mais là, c'est tout à fait poignant, ça. Mais justement, oui. Voilà. Mais, C'est pas léger, hein. non, si, en fait. Ah, bien non, mon cher sort. La violence, si, bien sûr. La rosée du matin sur la veste d'un pauvre. Qui perle sur la veste. C'est d'une légèreté. Mais bon, c'est pas grave. Je suis en train, j'aime bien parce je suis en train peut-être de me corriger sur des choses. C'est-à-dire, tout n'est pas littérature en fait. Non. C'est-à-dire que je suis très touché par les textes que d'autres écrivent, qui sont d'une brutalité, qui ne cherchent pas, qui ne cherchent pas les faits, qui ne cherchent pas la beauté, qui ne cherchent pas le frisson, qui te ramènent à la violence de l'image. Et j'ai du mal avec ça, c'est-à-dire que mais peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. En tout cas, qui perle sur la veste d'un pauvre, c'est quand les termes choisis, ces choses-là sont dites. Alors que c'est juste, tu as froid, tu as peur, tu es terrorisé. Oui, mais sauf que tout le monde a bien compris, parce que elle n'est pas n'importe où, cette phrase. Oui. Et il parle de l'immensité d'une nuit sans toi. L'immensité d'une nuit sans toi lorsqu'on dort sous le ciel. C'est trop beau. Mais il dit avant, personne ne parlera de cette solitude, de cette misère, de la rosée du matin qui perle sur la veste d'un pauvre. Non, c'est pas léger. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Oui, non, c'est trop... c'est personne... Non, c'est presque une chanson, c'est presque... Voilà, des fois, c'est pas loin de l'alexandrin, des fois, c'est... Je cherche quoi quand je fais ça? Je cherche quoi? Rien, la grâce, justement, c'est ça. C'est qu'elle arrive, cette phrase. Oui, mais pour moi, des fois, je me dis que je préférais un livre que l'on referme, parce que c'est insupportable, plutôt qu'un... Oui, parce que l'insupportabilité lorsqu'on a 16 ans, qu'on se retrouve dans la rue, et je ne la sens pas. Là, je sens une sorte de souffle qui ne rend pas la violence, je trouve. Alors après, bon, c'est un roman, c'est un style, etc. Mais je suis moins... Quand tu lis ce passage-là, je ne sens pas la terreur. Je sens une sorte de... Moi, je sens de la solitude, et la lectrice, elle est... Je suis peut-être une lectrice nulle, hein, maintenant. Mais la lectrice, elle finit le texte. Le livre, il s'achève dans la lecture. Oui, mais là, c'est une phrase. Je trouve que c'est une phrase qui épargne le lecteur. Qui épargne le lecteur. Ouais. Dis donc. Ouais. Non. Ouais, je pense que tu peux la saisir différemment. Excusez-nous, mais non, mais c'est intéressant parce que on veut quoi, en fait? Est-ce qu'on veut que le lecteur, lorsqu'il lit ça, il est froid, qu'il dise, ouais, c'est un peu Hugo. Tu veux quoi lorsque tu fais ça? Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand j'écris cette phrase-là et quand je la relis, etc., j'ai une sorte de musique hugolienne ou je ne sais pas quoi. Oui, mais tu t'échappes de la vérité qui est le caniveau. Tu t'en échappes. Tu t'échappes du caniveau, tu t'échappes de la froideur, tu t'échappes du fait que tu es seul, tu t'échappes que tu as peur de mots. Tu t'en échappes pour faire une chose qui est... Ouais, c'est bien dit. Et c'est intéressant parce que jusqu'à mon dernier souffle, je passerai... J'aurai toujours ça. Je veux quoi? En fait, j'épargne. J'épargne, oui c'est ça, j'épargne, je veux, voilà. Je trouverai les mots pour parler d'une agonie, ça serait de beaux mots. Alors que l'agonie, c'est un râle. C'est d'une violence absolue. Je pense que ce râle, j'en ferai une petite musique de nuit.
intéressant. Oui, C'est intéressant. Parce que intéressant. là, nous sommes exactement dans une chose que je fais rarement, que je fais jamais. Parce que généralement, lorsque j'ai des discussions comme ça, c'est combien de temps avez-vous mis à écrire votre roman? Voilà. Ben ça, c'est pas bien Oui, intéressant. non, je sais bien. Et justement, moi, je trouve plus intéressant qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on écrit, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut, et comment c'est difficile, le mot juste, toujours le mot juste. Et pas le mot juste de la fiction ou de la poésie, mais le mot juste, le mot juste de la fiction. Voilà. Et ça, c'est pas facile. Et c'est à travailler, ça. Moi, j'aime bien y réfléchir. Donc on a réfléchi, puis on va réfléchir encore. Et puis, comme si le rêve était invaincu, il y a des images du bonheur qui ne peuvent pas s'estomper. Alors, il a affiché dans son dortoir, près de sa table de nuit, une photo ancienne du bonheur. C'est la Citroën, le jaune citron, il y avait le papa, la maman et l'enfant derrière. La petite citron. Voilà, c'est ça. Et on a retrouvé cette voiture jaune plus tard, mais là, c'est avec... au moment d'un meurtre sanglant, hein. Donc c'est celui de Francis. Alors, tout se passe comme si la vengeance de Jules, elle passait par le châtiment de ceux qui l'ont condamné à être ce qu'il n'était pas, le frère Francis Mével, les sœurs Berrien. Mais la vengeance, c'est pas la rédemption. Moi, je suis très intéressée par cette question-là. Et je me demande si ce roman peut pas lire... C'est pas la vengeance, c'est la revanche. La revanche. Ouais. Mais c'est pas la rédemption quand même. Non. Parce que je me demande si on peut pas lire ça comme un roman d'apprentissage aussi, où Jules peut comprendre qu'on ne se sauvera pas à la force de la haine, mais à l'aune de la fraternité. La fraternité qu'on donne, à l'oiseau par exemple, ou celle qu'on va recevoir, de Renan et des autres. Et je me suis dit, j'ai rapporté ça à une phrase que j'ai trouvée très belle. Ma France, tu vois, c'est un pêcheur breton, une infirmière, un communiste, un frère basque et un garde champêtre de Mayenne. Ce sont eux mon pays. Ils m'ont entendu, secouru et protégé. Donc je trouve ça très intéressant et je me dis, il apprend à aller vers une sorte de rédemption, non? Je ne sais pas si le mot rédemption, je pense c'est pas le bon mot? Je ne sais pas, je pense que c'est extrêmement dur. Moi, voilà, encore une fois, j'offre à Jules ce que je suis. Moi, j'étais une tête, donc on en a discuté, on en a parlé ici sur le bégaiement. Je ne sais pas quand, c'est pas le plus quand, voilà. Mais moi, le bégaiement m'a appris à être une tête, c'est-à-dire que comme c'est le seul handicap qui fait rire, on en a déjà parlé ici, Oui. quand on se moque de toi, et que tu n'as pas les mots pour faire cesser les critiques, faire cesser les moqueries, faire cesser le harcèlement, c'est du harcèlement. Il n'y a qu'un moyen en fait, c'est que la peur change de camp. Et c'est pas bien. Il n'y a plus que la violence. Donc moi, cette teigne, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une rédemption en fait. Moi, ce que j'ai appris, d'abord ce que j'ai appris, c'est que j'ai jamais connu de main adulte, j'ai connu que des poings adultes. Père, instituteur qui m'attachait la main gauche pour pas que j'écrive de la main gauche à l'école. Je n'avais pas de main tendue, jamais. Donc ce qu'il a fallu d'abord, la première chose, c'est que j'apprenne qu'il y avait des mains tendues par les adultes. Et il a fallu ensuite que j'accepte de les prendre. Il a fallu que je fasse confiance. Donc c'est pas la rédemption, c'est aller vers l'autre. L'autre qui sait toujours... qui a... L'autre, c'est juste tard dans ma vie, on m'a rarement tendu une main. C'est-à-dire que, voilà, c'était... que ce soit dans la famille, c'était toujours... Il n'y a pas d'amour. Moi, je ne connais pas l'odeur du cou d'une mère quand on va dormir le soir. Je ne connais pas un père qui s'assied sur le lit et qui te raconte une histoire. Je ne connais pas ça. Les mains de mon père, c'était des poings. Je ne connais pas les mains de mon père. Je connais les poings de mon père. Donc la complicité pour moi, c'était de me dire que tous les adultes n'étaient pas comme ça, et les adultes avaient des mains au bout des bras, ils n'ont pas que des poings. L'accepter, ça, le comprendre, l'accepter, et ouvrir ton propre poing pour tendre la main, c'est pas la rédemption, ça, c'est juste l'acceptation du fait.
ok, je vais faire confiance. Après, il y a les trahisons qui font que tu refermes le point. Ta main n'existe plus quand tu es trahi. Mais ce long passage du point fermé à la main ouverte, il faut non seulement que les mains s'ouvrent en face de toi, mais il faut en plus l'accepter, prendre ses mains, leur faire confiance, et c'est extrêmement difficile. J'offre, encore une fois, j'offre ça à Jules. Et que moi, je veux que ce petit personnage de 1934, qui est emprisonné avec ses copains, je veux qu'il soit le plus proche de moi, plus proche de moi que jamais. C'est-à-dire que c'est très étrange. Ce livre se passe au début du siècle précédent, mais en fait, il est beaucoup plus proche de moi que presque tous les autres. D'ailleurs, c'est ce que ma famille m'a dit, que pendant toute l'écriture de ce livre, j'étais plus violemment absent que l'écriture sur mon père, sur l'écriture sur la trahison en Irlande, sur la guerre, sur tous ces livres-là, qui étaient déjà extrêmement douloureux pour moi à écrire, en entrer et en ressortir. Et celui-ci est encore pire parce que j'étais véritablement à Belle-Île, en mer, au bagne. J'étais ce gamin du bagne. Et ce gamin du bagne, il n'y a pas de rédemption. C'est juste, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas, qu'il n'est pas seul. Et c'est ce moment bouleversant dans une enfance, dans une adolescence, où tu te rends compte, c'est faux, mais tant pis, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas seul. Qu'il y a des gens qui sont autour, il y a des gens qui sont prêts, des gens qui sont prêts à t'entendre, à t'aimer, à te tendre la main. Voilà. Après, si, tu meurs seul. Tu vis seul, tu meurs seul. Ça, tu nais seul, tu meurs seul. Oui, mais voilà, c'est ces petits passages de lumière, justement, où il y a l'autre. Faire confiance dans l'autre, c'est quelque chose qui est... On va y arriver à ça. que je lui offre. Parce qu'il y a ça, hein, quand Renan va lui dire « je t'ai tendu la main », t'es obligé à desserrer ton micro. Ah pardon, Tout d'un coup, j'ai cru que... Non, mais c'est pas ça, c'est que personne sait ce qui est Renan. C'est ça, tu vois. oui, mais il va y venir et on va savoir. Et je voulais dire que il lui parle de cette main, il dit je t'ai tendu la main pour desserrer ton poing. C'est ce que tu dis là. Oui, mais si faire un petit point d'étape, quand même, c'est qu'il y a la colis pénitentiaire, il y a la violence qui est faite aux enfants. Deux types de violence, parce que c'est important, on ne s'échappe pas de n'importe où, on s'échappe de là. Il y a deux exemples moi, qui m'ont bouleversé quand j'ai commencé à travailler sur la colonie. Premier exemple, c'est que les enfants de 12 ans, les orphelins de 12 ans, étaient mis en ménage avec les caïds de 21 ans par l'autorité pénitentiaire. C'est-à-dire pour avoir la paix sociale dans ces lieux-là, on mettait les tout petits en ménage avec des caïds qui les louaient à d'autres, qui s'en servaient. Et ça, c'était accepté, c'était admis. Comme ça, c'était tranquille. La deuxième chose qui m'avait bouleversé, c'était que les petits charpentiers de marine passaient leur temps, beaucoup de temps, à faire les cercueils de leurs copains. Morts de faim, morts en essayant de passer l'océan, morts de maladie, morts sous les coups. Si tu veux, moi, c'était important qu'il y ait le début de ce livre-là est très dur parce que avant qu'il s'échappe, je veux qu'on sache ce qu'il vit. De quoi il s'échappe? Pourquoi est-ce qu'il s'échappe? Et malheureusement, on ne peut pas faire l'économie d'une colonie pénitentiaire, on peut faire l'économie des conditions de vie dans la colonie pénitentiaire. Mais ce n'est que le début du livre. Comme l'évasion, ce n'est qu'une partie du livre. C'est-à-dire ce qui compte après, c'est une fois qu'on a passé le mur de la colonie. Une fois que moi, à 16 ans et demi, je me sauve, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait après? Une fois qu'on est passé le mur, le mur c'est rien. Mais s'évader de chez soi, c'est rien, c'est douloureux, mais c'est la veste d'un pauvre, mais c'est rien. Mais après comment on fait pour la reconstruction? Comment on fait pour la construction? Qu'est-ce qu'on vit après? Et c'est là effectivement que je lui offre des marins pêcheurs, notamment, Renan et les autres. Je lui offre des gens que moi, qui ont été sur mon chemin. Sans eux, j'étais mort. C'est formidable ce moment où vous avez 16 ans et demi. Moi, je viens d'une famille très raciste, antisémite. Enfin,
Je pense qu'aujourd'hui, mon père aurait été le chef des complotistes au monde. C'était une famille toxique, totalement folle. Mon père est mort en hôpital psychiatrique, mais ce qui était important pour moi, c'est que cette famille folle ne m'a donné j'ai aucun héritage moral, culturel, psychologique, aucun. Comme lui n'a aucun héritage. Et le problème, et ce qui m'intéresse après, c'est comment est-ce que cet héritage, on se le construit, comment est-ce qu'on le forge, comment est-ce qu'on devient, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on fait. Et c'est ça qui encore une fois, c'est ce que j'offre à Jules, c'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté ma famille, je n'étais jamais allé dans un musée, par exemple. Il n'y avait pas de musique à la maison, il n'y avait pas de roman, il n'y avait pas de livres, tuto, il n'y avait pas de journaux. Il y avait 2 livres, il y avait 2 livres, il y avait une biographie d'Adolf Hitler et un livre sur les Waffen-SS. C'est 2 seuls, je trouve que c'est un formidable... c'est un socle pour recommencer dans la vie qui est plutôt bien. Mais c'est tout, donc il m'a fallu réapprendre la totalité. C'est quoi vivre après? Et bien lui, c'est pareil. Petit Jules, il est battu, petit Jules, il se défend, petit Jules, il a la rage, petit Jules va passer le mur. Et après, tu fais quoi, petit Jules? C'est formidable. J'ai 16 ans et demi, je suis dans la rue. Je tourne à droite ou à gauche dans la rue, ma vie change. Je tourne à droite, je tombe sur l'église de Scientologie, par exemple, qui m'aurait dit, écoute, tu sais, c'est un gamin bien quand même. Tu vaux le coup, quoi. J'y vais. On me tend la main. Avec nous, avec notre secte, avec notre église, tu vas trouver une famille, etc. Mais j'y vais, bien sûr. Bon, malheureusement pour eux, je suis tombé sur la gauche. Sur d'autres gens que... Mais ce moment de fragilité, ce moment où tu peux tomber sur n'importe... Mais tu peux tomber sur un monstre, tu peux tomber sur un barbare. Et donc Jules, je lui ai offert les mêmes gens que ceux qui m'ont sauvé, en fait. Quand mon père... mon père m'avait expliqué que, donc très raciste, que les Arabes, je cite, hein, les Arabes écrasent du verre pilé dans le couscous pour tuer les Français. Donc je vous dis, et moi, terrifié, je trouve ça dégueulasse quand même, de verre pilé dans le couscous, c'est pas bien. Et donc moi je me sauve, je tombe sur les copains qui seront mes camarades avec qui on créera Libération plus tard, etc. Sauf que les premières fois où on sort dîner, c'est dans un couscous. Moi je suis un peu... Moi j'ai pas un tagine, on ne sait jamais. Et j'ose leur dire, voilà, mon père pensait que... Et ils m'ont regardé genre, ah oui d'accord. On va avoir beaucoup de travail avec celui-là. Et c'est vrai. Et j'offre ça à Jules. C'est-à-dire que Jules, je vais lui offrir des marins pêcheurs. Je vais lui offrir des gens bien. Je vais lui offrir des gens tout simples, mais des gens droits. Je vais offrir à Jules la chance que j'ai eue de tomber sur ces gens-là. Et évidemment, je ne suis pas tombé sur des marins pêcheurs à Paris. En 69. Mais en tout cas, je suis tombé sur notamment des profs, dont un m'a donné les clés de la chambre de bonne de son fils, qui était parti faire ses études ailleurs. J'ai une clé. Ça y est. J'ai une clé pour une petite chambre de bonne. Il me demande de travailler pour que je puisse la payer. C'est important. Comme même si, non, on ne prend pas l'échec. Et moi, tout d'un coup, je viens de quitter la rosée qui perle. J'ai un toit. Et j'offre ça à Jules. Ce moment bouleversant où pour la première fois de ta vie, tu as une clé entre les mains. Et ça, ce sont des moments qui sont irremplaçables et qui changent une vie. J'ai une clé, j'ai un toit, j'ai un lieu, je vais pouvoir, j'espère, je vais pouvoir rentrer dans la marche du temps, la marche de la vie, la marche de la rue, la marche des gens pressés, la marche des engueulades, la marche de l'amour, de l'amitié.
ça y est, il y a des gens qui m'ont ouvert une porte. J'aime ça, à Jules. Et si je n'avais pas connu ça, je n'aurais pas pu lui offrir. Parce que je ne savais même pas que ça existe. Alors, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est l'oiseau. Alors, l'oiseau, il est pris violemment à partie par les gardiens à la cantine. Ce que tu disais tout à l'heure sur le gros délit, il a mangé son fromage avant la soupe. Oui. Donc là, ça, c'est pas possible. Et là, il le violente, mais c'est l'émeute. Oui. C'est l'émeute générale. Et c'est là que continue à se nouer l'amitié. Parce que déjà, il y avait eu amitié quand il l'avait simplement un peu puni d'avoir dénoncé. Une amitié entre la teigne et l'oiseau, et cet oiseau qui porte bien d'ailleurs son nom d'oiseau tombé du nid. Il y a un très très beau passage là qui marque cette amitié. J'ai trouvé ça très beau. Alors, je suis retournée au réfectoire en courant. L'oiseau se remettait doucement, il vient d'être violenté, allongé sur le côté, il avait froid, il tremblait. Je l'ai couvert avec la pèlerine noire de Toupet. Et ce petit oiseau, il veut pas qu'il prenne sa défense parce qu'il a peur de la suite, de ce qui va se passer. Et il dit, il ne fallait pas faire ça. J'étais accroupie à ses côtés. Je lui ai passé la main dans les cheveux. Ce n'était pas mon habitude. Jamais je n'avais été caressée, rassurée, consolée. Depuis l'enfance, ma souffrance était solitaire et brutale. Il ne fallait pas faire ça. Je me suis encore rapprochée. Tu m'entends, petit? Hochement de tête. On a fait ça pour nous tous. Il m'a regardé. Ça s'est passé ce soir, mais ça aurait pu exploser hier, demain. On ne saura jamais. Il a fermé les yeux. Mais c'est à cause de moi, a murmuré l'oiseau. J'ai souri. C'est grâce à toi, Camille. Ses yeux immenses, jamais, depuis qu'il était là, personne n'avait prononcé son prénom. Ça, c'est du pur chalandon. Alors, c'est de la pure vérité. Oui, ça doit être la pure vérité non, mais, aussi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi les gamins se sont rebellés? Ils sont écrasés, ils sont violés, ils sont frappés, ils vivent dans des cages. Les plus âgés sont dans des cages grillagées. C'est-à-dire, c'est inimaginable. Et ils souffrent, ils sont frappés sans cesse. Et ce jour-là, 27 août 1934, ils vont se rebeller. Moi, ce qui était important, c'est que je ne veux pas que cette rébellion existe s'il n'a pas existé. Je ne veux pas ça. Là, j'ai un journaliste qui me fait chier, Chalandon, journaliste qui est derrière, là, et qui veut que ça soit exact. C'est-à-dire que ce journaliste-là me dit, ne joue pas avec la vérité historique. Après, tu crées ton Camille Loiseau, tu crées tous ces gens-là si tu veux, mais il faut que tout soit absolument, encore une fois, historiquement réel. Et donc moi, j'ai cherché pendant des mois et des mois, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette colonie pénitentiaire, qu'est-ce qui a bien pu se passer qui fait que je pourrais m'engouffrer dans cette vérité historique et devenir l'un des personnages de ce qui s'est passé. Et c'est là où, ça c'est un bonheur, ça s'appelait l'Ouest républicain, donc le journal de l'époque. Et c'est un bonheur quand tu lis que 56 titres, 56 voyous, garnements ou colons, puisque c'était le nom, ont tenté de s'évader de la colonie pénitentiaire de Belleville, de Théo Mondieu. Et là, donc j'ai commencé à travailler autour de tout ça. Et pourquoi est-ce qu'ils s'évadent? Pourquoi est-ce qu'ils se rebellent d'abord? Ils se rebellent, et ça c'est le plus bouleversant, je trouve. C'est justement parce qu'un gamin, je l'ai appelé l'oiseau, je l'ai magnifié, j'en ai fait une petite chose toute douce, toute fragile, qui va permettre à Jules d'aimer quelqu'un, voilà, de protéger quelqu'un. Il a la force intérieure. Il a l'innocence. Absolument. Alors que Jules, il a la force physique à ce moment-là. Absolument. Et donc l'oiseau, c'est un peu mon frère, Bah mon oui, petit frère, il y a comme ça que j'ai que compris. j'ai protégé. Oh non. Et qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Parce que, juste, je vais être l'avocat du diable pendant une seconde, tous les gardiens sont des braves gens, sont des poilus. Ils étaient au chemin des Dames, ils étaient à Verdun, ils ont été blessés, ils ont été blastés, ils sont plus possiblement récupérables, ni pour la vie civile, ni pour la vie militaire. Et donc, ces braves gens, ces poilus, ces héros, on les remet comme gardiens de ces gamins. Après avoir chassé les boches, ils redressent les mioches. Et ils sont là.
Mais ils le font avec autant de cœur que des nettoyeurs de tranchées. C'est ça aussi le problème. C'est qu'ils les frappent, c'est que ça se passe extrêmement mal. Mais en tout cas, ils sont persuadés qu'ils continuent d'œuvrer pour le redressement national, pour la France, etc. Et donc tout se fait au clairon de tranchée. On part travailler au clairon de tranchée en rang avec les sabots, les crânes rasés, etc. Et le déjeuner, le petit déjeuner, le dîner, c'est aussi au clairon. Et ce soir-là, 18h, le clairon de tranchée, tous les enfants restent debout, clairon de tranchée, ils s'assiedent, clairon de tranchée, ils prennent la cuillère, la lèvent et ensuite la plongent dans la soupe. Soupe, plat principal, fromage, dessert. Il y a un gamin, dont je l'ai appelé, voilà, ça sera mon petit Camille, il y a un gamin dont l'histoire n'a pas retenu le nom, qui prend son fromage avant la soupe. C'est rien. Et c'est immense en même temps. Les historiens ne peuvent pas expliquer le geste. Ils expliquent qu'il s'est passé ça, mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? En tout cas, comment c'est vécu par l'administration pénitentiaire? C'est vécu comme une rébellion. C'est-à-dire, il y a des ordres, il y a une loi commune, il vient, prenant son fromage d'abord, il vient de trahir la loi commune, de violer la loi commune. Et ça passe comme une insubordination. Ce gamin-là qui vient de faire ça, vient de prouver, parce qu'il n'a pas suivi la règle, le clairon, vient de prouver qu'il n'est pas apte à une vie en communauté à l'intérieur, il sera encore moins apte à l'extérieur. Et donc, c'est cette petite chose complètement ridicule de croquer dans un morceau de gruyère ou de camembert. Encore une fois, les historiens ne sont pas d'accord, s'en foutent. Mais en tout cas, le fait qu'un gamin fasse ça déchaîne les 3 gardiens qui sont là, qui le frappent par terre. Il y en a un qui lui casse les dents à coups de clé. Et c'est le coup. Ce que racontera Prévert. Ce que racontera Prévert. Mais c'est le coup entre eux, c'est-à-dire que tout le monde se lève, les caïds d'abord, et tous se lèvent et se ruent sur les gardiens. Il n'est pas question qu'ils s'évadent, là. Il est question qu'ils lavent des années de souffrance, de mépris, de coups, de violence. C'est une sorte de... C'est une fête barbare qui se met en place. Tous ces gamins-là vont prendre la colonie pénitentiaire, ils vont occuper la colonie pénitentiaire. Ils savent que ça va durer 2 heures, 3 heures, 4 heures grand maximum, que les gendarmes arrivent, etc. Ils savent tout ça, mais en tout cas, ils vont aller à la sacristie, ils vont boire le vin de messe, ils vont s'habiller en curé, ils vont brûler les lits, les mailles, tout ce qui les opprime depuis le début, ils vont brûler, ils vont saccager, ils vont taper, ils vont casser. Et c'est pour un morceau de fromage, mais je trouve que c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, il y a la petite chose en trop, et ces gamins qui disent, ben non. Et c'est pour ça qu'on parle d'une évasion. Et c'est le jour d'avant. Et c'est le jour d'avant, et c'est pour ça qu'on parle d'une évasion. Des ouvriers ont laissé 2 échelles contre un mur, parce qu'ils sont en train de faire une réflexion sur le toit du réfectoire. Et qu'est-ce qui prend à ces gamins? Personne ne sait, mais en tout cas, il y a 2 gamins qui mettent les échelles contre le mur, et 50 de ces gamins qui passent le mur. Ils savent très bien qu'ils ne s'évaderont pas. Ils savent très bien qu'ils seront rattrapés. Qu'ils n'iront nulle part. Ils savent très bien qu'ils seront rattrapés. En tout cas, ils passent le mur. Ils passent le mur. Alors, les historiens encore expliquent, et les journalistes expliquent qu'il y en a qu'on a retrouvé couverts de terre parce qu'ils sont, comme ils sont passés du gravier, du béton à la terre grasse, ils s'en sont maquillés. Ils se sont mis de la terre sur les visages, etc. C'est une sorte de fête, un peu comme ça. Et là, quand je lis ça, je me dis là, il y a peut-être quelque chose qui va me permettre de faire quelque chose. 56 gamins qui passent. La majorité des autres enfants sont déjà assis dans la cour, les mains sur la tête. Ils savent qu'ils ne veulent pas être mêlés à ça, parce qu'ils savent que ça arrive, c'est important, ça. C'est une nuit folle, c'est-à-dire que les phares hurlent, le tocsin sonne, les tambours de la gendarmerie, tambours de la ville, etc. Et tout le monde se met en chasse. Et puis que tout, c'est la chasse aux enfants. Alors, les touristes qui sont là, qui vont les chasser,
et qui se causent d'avoir rattrapé celui-ci, rattrapé celui-là. Alors c'est oui, terrible, hein. oui, c'est-à-dire que ce qui se met en place, en fait, nous sommes en 34. En 34, donc Hitler est au pouvoir, on sait ce qui va nous arriver au pays, et il va se passer quelque chose de très étrange. Sur l'île, les autorités demandent à la population de se mettre en chasse. Et se mettre en chasse de façon extrêmement concrète. Pour chaque roman, j'ai toujours un petit gris-gris. Et le gris-gris, c'est une pièce avec le vrai son de l'argent d'avant. C'est une pièce de 20 francs argent. Une pièce de 20 francs argent, c'est 4 pains de 3 kilos. Et c'est le prix d'un enfant. Pour chaque enfant rapporté, ramené, emmené à la citadelle, on donnait 20 francs. 2 enfants, 40 francs. Et donc toute la population se met en chasse. Les touristes, les marins-pêcheurs, tous, on cherche les enfants, on chasse les enfants, et on ramène les enfants contre de l'argent. Il y a plusieurs personnalités diverses dans cette chasse à l'enfant. Il y a ceux qui ont faim, qui vont chercher le pain. Il y a ceux qui refusent la pièce, qui font ça pour l'ordre, la loi et l'ordre. Là se met en place quelque chose qui n'est plus... C'est autre chose qui se met en place. La loi et l'ordre, c'est-à-dire qu'on remet ces chenapans derrière le mur. On collabore, en fait. Il y a quelques justes cette nuit-là. Il y a des gens qui... Et j'aime bien ces gens-là parce que, vrai ou pas, je suis assez fier d'eux. Mais il y a des gens qui expliquent que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, en tout cas à l'époque, ont été des justes et qu'ils ont, à l'enfant, ils ont donné une cigarette, du thé, du café, du pain. Et j'aime bien que des gens aujourd'hui disent que voilà, il y a eu. Donc vous avez les collabos, vous avez les justes. Se met en place quelque chose qui est terrifiant, je trouve. Déjà, qui est terrifiant. Vous avez les chasseurs. La chasse à l'animal n'est pas encore ouverte. Et les chasseurs s'équipent avec les fusils, les bottes, etc. et partent à la chasse à l'enfant avec leur voiture. Et grâce à la presse locale, il y a l'un des chasseurs qui nous raconte et qui raconte à un journaliste, il est un peu fier, c'est une sorte de tartarin. Et il explique qu'à un moment donné, il voit arriver un plus grand que les autres. D'ailleurs, il a une moustache noire, dit le chasseur. Il a les mains levées, le chasseur lui demande d'avancer dans les phares de la voiture. Il dit, je vais tirer. Et tout d'un coup, il me dit, non monsieur, ne tirez pas. Et j'entends que c'est vraiment une voix d'enfant. Effectivement, c'est un enfant. Et en fait, ce n'était pas une moustache noire, c'est qu'il s'était nourri de mûres toute la nuit. C'était la confiture de mûres sur les lèvres. Voilà les enfants qu'on a chassés ce soir-là. Et ça bouleverse parce que là, je sais qu'il y a une possibilité de... Je vais pouvoir peut-être faire une histoire, mais c'est pas possible encore parce que... C'est pas possible parce que ces 56 enfants, ils ont un nom, ils ont un prénom, ils ont une histoire, ils ont une famille. Et je sais que je vais pouvoir écrire lorsqu'ils sont rattrapés les uns après les autres, les 55. Et ça, c'est la beauté de la vérité historique. C'est que tout d'un coup, tu vois qu'il en manque un. Il en manque un. Alors là, les gendarmes a raison, hein. Il se sera noyé. Et apparemment, il y avait une tempête épouvantable. Donc je pense que c'est un gamin qui sera noyé. Un autre dit il aura trouvé refuge sous un jupon accueillant de l'île. Bon, c'est le journaliste qui a peut-être un peu paraphrasé ce que le gendarme. Je ne crois pas un gendarme dire ça, en tout cas, nonobstant. Mais en tout cas, il en manque un. Et là, j'ai le droit, quoi. Il y aurait eu le 56e, aurait eu un nom, un prénom, une adresse. Je ne peux pas être le 56e. Je ne peux pas, c'est pas possible, parce que le journaliste qui est derrière moi me dit, ta gueule, il existe. Mais là, tout d'un coup, j'ai une sorte de... Ah, c'est immense, le trou qui est... C'est 55, il en manque un, mais allez, ben, je vais être le 56e, papa. Et là, tout d'un coup, tout se met en place. Tout se remet en place. Je vais y aller dans ta colonie pénitentiaire. Je vais m'en échapper. Et tu ne me retrouveras pas. Jamais.
Et ce qui est important pour moi, c'est que je vais avoir le droit d'être le 56e. Et pour avoir le droit d'être le 56e, ben, il faut que ce 56e-là n'ait pas d'identité. Et que personne ne me dise, mais non, c'est pas, vous n'avez pas le droit d'usurper. Je n'usurpe rien. Le cadeau que me fait la vie, le cadeau que me fait l'histoire, c'est de me dire, ben, écoute, vous êtes quoi? Vous êtes romancier? Ah, je crois que vous pouvez y aller, là. Et là, j'y vais. Et ça, j'en tremble de bonheur, parce que le 56e n'a pas été retrouvé, parce qu'il n'existe pas, je peux écrire ce roman. Je n'aurais pas pu le faire si les 56 avaient été repris. Je ne pouvais pas le faire. Je ne peux pas dire qu'ils étaient 57, parce qu'il y a mon historien local, 71 ans, qui travaille dessus. Mais non, 56, parce que vous avez raison. Mais un romancier a tous les droits? Non, mais non, pas du tout. Et là, je peux y aller. Et je peux être Jules Bonneau. J'ai le droit d'être Jules Bonneau. Et je vais l'être. Mais ça ne serait pas pareil. Et ça s'écrit pas pareil. Ça, c'est... Non, parce que Jules pour Jules Vallès, et Bonneau, parce que j'avais envie, voilà, c'était juste après la bande à Bonneau, et j'avais envie qu'il y ait une sorte de nom prédestiné. C'est-à-dire, c'est tellement bon de le voir en Mayenne en train de pêcher sans permis dans une mare avec le garde champêtre. Tu es qui, toi? Jules Bonneau, monsieur. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je suis chef de la sûreté, peut-être. Voilà, c'est juste. Je voulais qu'il ait un nom qui lui colle à la peau. Il passe son temps à dire ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit pas. Oui, sauf que M. Bonneau, un jour, votre nom rentrera dans les annales du crime. Et c'est pour ça. Et c'est une petite teigne. C'est une petite teigne et j'aime bien. Parce que j'aurais pu aussi prendre un orphelin. Jules Bonneau, orphelin, tout ça, là, c'est pas intéressant. Parce que je veux, c'est que cette petite teigne-là, elle change. Là, pour le coup, on va faire quelque chose qui pourrait être une rédemption. Moi, c'est pour ça que j'ai employé ce mot, parce que je pense qu'il moi, pas mal. Et moi, il fallait faire tout le truc pour Oui. Mais moi, j'avais fait tout le truc avant. Oui. On n'a pas fait en même temps, hein, c'est tout. Oui, non, mais c'est bien. Tu as commencé, j'ai continué, tout. D'accord. Alors, dans le chapitre suivant, il va rencontrer Ronan Cadarme et l'équipage de la Sainte-Sophie. Et là, il y a une phrase qui m'a paru essentielle. Sans la confiance, tu es seul au monde. Oui. Alors ça s'est très mal passé, hein. Il voulait le tuer, ce pêcheur qui arrive sur sa chaloupe, bon, et Ronan va choisir la confiance. Il lui rend son couteau, il lui dit, dorénavant tu seras mon neveu, et il l'engage comme mousse à bord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il le cache. Il faut qu'il le cache. Tout le monde cherche le 56e. Tout le monde le cherche. Et il l'engage comme mousse à bord de la Sainte-Sophie. Et ce chapitre n'est pas insignifiant parce que là, on se rend bien compte que la mer n'apportera aucune liberté à un évadé s'il ne rencontre pas les autres. Alors, pour lui qui a connu l'enfermement, ce bateau mort échoué dans la cour, la chaloupe de Ronan, elle inverse l'espace, parce qu'elle s'ouvre sur les autres, le port, les cafés du port, au nom prédestiné, aux frères de la côte. Et puis Quiberon et la liberté. Je me suis dit, on ne peut pas être libre quand on vous a condamné à la solitude. C'est extrêmement difficile de recouvrer sa liberté. Oui. Quand on vous condamne comme ça. Oui, mais il s'est évadé. Oui, il s'est évadé. Et donc il trouve ces gens, Oui. mais c'est important qu'il trouve les autres, parce que là il va découvrir les autres. Oui. Et je trouve que l'oiseau était un garçon extraordinaire, parce que pour moi, peut-être que c'est faux, mais pour moi c'est une figure christique, il le pousse sur le chemin du bien. Oui. Il lui dit une phrase extraordinaire, il ne voulait pas qu'on touche à un cheveu de leur maison ailée, quand dans leur évasion, Jules dit, le moulin, on va forcer la porte. La maison ailée, c'est un moulin. Voilà. La maison ailée. Bah, tiens, par exemple, Oui. est-ce que ça vaut le coup? Un moulin devient une maison ailée. D'écrire cette phrase. Oui. Non mais écoute ça, arrête d'écrire alors. Non, oui, ça vaut le coup. Mais non, mais il faut se poser des questions. Eh ben oui, l'oiseau, il ne pouvait pas dire autre chose. Il ne voulait pas qu'on touche à un cheveu de leur maison ailée. C'est l'auteur qui le dit, C'est bien trop sûr. beau, quoi. Mais Il pleut, ils sont enfuis. Mais bon, Mais c'est pas possible. Mais c'est important, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, il faut aussi s'empêcher que le style devienne un truc. Mais là, c'est pas un Pour moi, c'est important. D'accord. Mais il y a... Je pense que si on discutait avec des auteurs, etc., c'est un truc...
on se pose tous la même question. De ne pas faire de ta façon d'écrire un trucage. La maison ailée, d'accord. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, dis donc, ils ont le temps, quoi. Il pleut, ils sont en pute, etc. Maison ailée. C'est pas apostrophe non plus. Et c'est ça qui est... oui, je veux le faire parce que j'ai envie. J'ai envie, c'est joli. Parce que j'ai envie, parce que c'est... Mais... voilà. Mais c'est important que je vous dise ça. Parce que si on parle de fragilité de l'écriture aussi. Et ça, j'aime bien parler de fragilité de l'écriture. Si celui qui vient de voir pour un roman, il est sûr de lui, il a tout compris, etc., tu le jettes, c'est pas intéressant. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle Une famille, parce qu'il va trouver une famille avec ce Renan, qui est sur sa chaloupe, avec sa femme Sophie, avec... Chaloupe sardinière. Hein. Chaloupe sardinière. Alors, ça m'entend juste, je fais une parenthèse. C'est vrai qu'on parle beaucoup des sardines, oui. Mais chaloupe sardinière, puisque moi, donc, il est récupéré. Il est récupéré, ok, mais par qui? Par un marin, d'accord, mais quel type de marin, ouais. Marin pêcheur, d'accord, mais quel marin pêcheur? Donc là, j'ai un mois de boulot sur est-ce qu'on pêchait la sardine dans le port de Sauzon en 1934. Oui, d'accord. Il y avait combien de sardiniers qui étaient là-bas? Combien de chaloupes, d'accord? Comment on pêchait le saumon? Les filets? Quel maillage de filets? Quand on pêche la sardine, pardon. Quand on pêche la sardine, on l'appâte. Est-ce que tu savais qu'il y avait 3 appâts, un après l'autre? Non. Voilà. Je ne savais pas du tout. Pour faire remonter la sardine, etc. Et ça n'a aucune importance, ça n'a aucun sens. Sauf que si un jour il y a un vieux... Eh oui, il faut se méfier des vieux sardiniers. T'as un vieux sardinier, t'as son fils qui a écrit un truc sur son papa, sur son grand-père qui est sardinier. Ah ben là, c'est la fin des haricots. Il me dirait, bah oui, mais je suis désolé, mais c'était pas dans cet ordre-là qu'on donnait l'appât. Voilà, c'était dans un ordre différent. Et pour moi, encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est extrêmement important. Je vais vous dire, je ne sais pas si je suis bien raconté, mais non, je ne crois pas, sur l'importance de tout, en fait, lorsqu'on écrit. C'est l'importance, c'est la vérité en toute chose qui permet le mensonge romanesque après. Et c'est pour ça que c'est important. C'est ce qui s'est passé dans le jour d'avant. Et justement, on va parler du jour d'avant. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, de la température je ne sais pas. Verglas, voilà. Ouais. Et c'était important parce que donc, le jour d'avant, Oui, dernière grande catastrophe minière, un 27 décembre 1974, il y a 20 lances, 44 mineurs tués par un coup de grise au grès, totalement pu être évitable, totalement. Enfin. Et il y a une journaliste du Nord qui voit le livre arriver et puis qui dit j'ai pas eu envie de le lire en fait, j'ai pas eu envie parce que je suis pas ch'ti, parce que je suis un Parisien. Donc elle le lit pas, puis un jour elle l'ouvre quand même en disant attends, je vais quand même lui donner une chance. Et elle me dit écoutez, j'ai lu 3 pages et je me suis dit d'accord, c'est bon, je vais le lire. Je ne comprenais pas du tout. Et en fait, au début du livre, il y a 2 frères, le 27 décembre, la nuit, 2 frères sur une mobilette qui glissent sur une plaque de verglas et il y a un accident. Et elle me dit, c'est ça. Parce que l'un de ses parents, grand-oncle, mineur, avec 3 copains mineurs, devait aller à Paris ce soir-là, faire la fête. Donc ils ont déposé un jour. Ils vont faire la fête à Paris, ils essayent de démarrer la voiture et la voiture chaloupe sur la glace, sur le givre, donc ils se regardent, ils laissent tomber, ils partent à la mine le lendemain, donc ils reposent le travail, ils les embauchent le matin et les 4 copains sont morts dans la catastrophe. Et il dit, vos 2 héros dans votre livre glissent sur la plaque de verglas qui a tué vos grands-oncles. Donc je crois à ce livre. Pour moi, il est vrai. Ça paraît rien, et c'est fondamental. Non, mais c'est sûr. Et donc c'est pour ça que... Quel tour de force, d'ailleurs. Et c'est pour ça que, y compris les sardines, j'ai pas envie qu'un vieux sardinier
Sourire en coin. Moi, ça m'avait pas empêché Ça de peut être la dormir, peine. mais bon, Ah non, mais si. si, non, mais je comprends bien. J'ai dit pas assez rigoureusement, là. Ça me ferait de la peine. Alors, il va sur le bateau, c'est un peu un problème parce qu'il l'a pas dit quand même que c'était un évadé, hein, Renan. Il n'a rien dit. Et Sophie, sa femme, elle n'est pas trop contente parce que il y a des raisons, ils ont des raisons, des secrets qui fait qu'ils n'ont pas envie. Elle n'a pas trop envie qu'on sache qu'il a récupéré un colon. Et il dit qu'il va le dire cette vérité. Et il se trouve que c'est Jules qui va le dire. Il va la dire d'abord. C'est Jules qui va la dire d'abord. Mais là, il y a une scène absolument extraordinaire. Je ne résiste pas au plaisir de lire ça, une scène extraordinaire avec son équipage, parce qu'il avait quand même un petit peu peur de leur dire oui, en fait, c'est pas mon neveu, c'est pas un mousse. Je vous ai menti, surtout. Je vous ai menti. Alors voilà ce que répond, je crois que c'est pas le basque, c'est l'autre. Alain? Oui, c'est Alain qui dit alors, Renan dit j'aurais pu vous prévenir, vous avez raison. Sauf que tu n'as pas confiance en ton équipage, a grincé Alain. Renan a haussé les épaules. C'est pas ça. Alain s'est levé brusquement pour être à sa hauteur d'homme. Bien sûr que si, c'est ça. Dis-le, patron. Il a fait un pas en avant. On travaille ensemble, on souffre ensemble les mêmes tempêtes, le même froid l'hiver, le même soleil l'été. On partage les joies, les peines, le salaire de la pêche. On mange ensemble, on dort ensemble, on chie ensemble, en équilibre sur le plat-bord, on se bat ensemble tous les jours, et tu ne nous fais pas confiance. Le patron a levé une main. Je t'interdis. Et moi, je t'interdis de te conduire comme un patron d'usine. Tu es un pêcheur comme nous, rien de plus. Tu as hérité de la chaloupe de ton père, tu l'as réparée, tu l'as remise à l'eau. Rien de plus. Cela ne te donne aucun droit sur nous. Et surtout pas celui de nous mentir. Je n'ai pas menti. Tu nous as caché l'une des choses les plus importantes de notre vie. Ça fait plus d'une semaine qu'on passe nos jours et nos nuits avec un évadé. C'est vrai, tu as raison. Pourquoi as-tu pris ce risque? Le risque de l'embarquer, ça j'adore. Mais non, le risque de ne pas nous associer. Renan dévisageait son matelot. Il était livide. Mais tu croyais quoi, patron? Que j'allais baver aux flics? Que le basque allait baragouiner sa petite dénonciation au breton du coin? Que Péric allait courir chez papa-maman pour que sa famille rapplique avec des fourches? Le communiste avait du mal à reprendre son souffle. Il s'est laissé tomber, assis sur la drisse. Mais franchement, tu croyais quoi, patron? Silence. Tu fais honte à ton équipage. Ça, c'est grandiose. Et c'est grandiose parce que voilà des moments, un moment de solidarité pas possible, et derrière, il y a tout le modèle social dont rêve Alain, le communiste invétéré, fondé sur l'honneur, pas sur le mensonge, puis sur l'égalité, pas trop employé. C'est pour ça qu'il y a du Victor Hugo dedans. Parce que c'est magnifique. Oui. Moi, j'adore cette phrase. Tu fais honte à ton équipage. L'autre, il vit grâce à lui, tu fais honte à ton équipage. Bien sûr. Alors ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Et je trouve qu'il y a une satire sociale qui est très très bien faite, même si l'oiseau, il a eu raison de parler de la maison aînée, parce que c'est beau, parce que c'est une figure christique, parce qu'il ne pouvait pas dire autre chose. Non, mais tu comprends ce que je dis. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Alors, il y a un moment donné où, dans une seule page, mais c'est une question, c'est pas une question. Pour la première fois, ce petit dit le verbe aimer. Aimer, j'ai aimé l'île quand il sent qu'il est mousse, il est marin-pêcheur aussi. Il dit j'ai aimé pour la première fois cette île. Et normalement, tu aurais dû écrire j'aimais, parce que c'est tout à l'imparfait. Et je me demande si ce passé composé, il ne marque pas ce passage de l'enfant à l'homme. Il commence à arriver à l'amour. Peut-être. J'ai trouvé ça beau, ce passage. Surtout, je crois que c'est J'ai aimé. le moment où il se sent, il commence à se sentir en sécurité. Oui, parce qu'il dit le cri des goélands, le murmure de l'océan, la caresse du vent. Béli. Quel rythme Béli. d'amour. Béli. Ça y est, il y est. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est plus. Il est plus. Il est de l'autre côté du mur. De l'autre côté du mur, mais aussi sur la salle Sophie, et chez les gens, je me suis senti bien, après avoir charrié son sable, cassé ses cailloux, craint son mur et ses vagues, j'ai aimé cette île et sa beauté tragique. Alors après, il finira en disant, c'est le verre ce café qui achève de faire de moi un homme. Et j'ai trouvé ce passé composé très beau, parce que ce temps, le passé composé, il est quand même très particulier. Et je me suis dit, voilà, ça consacre son passage à la vie d'homme. Est-ce que tu l'as fait exprès de mettre ce passé composé ou pas? Non, Mais je trouve désormais, quand on te demandera, je dirais, en fait, ça consacre le passage à sa vie d'homme. Et te fous de moi, hein. Pas du tout. Non, j'aime bien avoir des arguments
Mais c'est pourquoi j'ai aimé, c'est la première fois qu'il dit le verbe aimer, première fois qu'il m'a au passé composé. Oui. Et j'ai pas... Tu sais que je suis une touriste de la langue. Hein. Oui, oui. Non, mais ouais, non, mais c'est ça. T'as dit comment? Ça consacre le passage. Ça consacre le passage. Parce qu'il dit, j'ai aimé. Voilà. Parce qu'il découvre l'amour et qu'il découvre au passé composé. Non, mais moi, je crois qu'il dit tout ça en plus. Il est sur la charrette, il y a les chaos de la route. Ouais. Et, les versets, ouais. Voilà, et c'est ça. Nous sommes dans un autre temps, en fait. Le passé composé sera un autre temps. Je veux faire quand même un petit... Sur le poète, quand même. Sur Jacques Prévert? Pourquoi tu le dis? Oui. Ah bah non, bah alors je ne dis pas. Ouais. Sur qui? Sur Victor Hugo? Non, mais oui, non, mais c'est parce qu'effectivement, il y a toujours un petit truc en plus. Là, j'ai ce qu'il faut pour faire un roman. J'ai l'évasion, j'ai les gamins, j'ai la vie, j'ai la dureté, j'ai la violence, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de plus. Et ça, c'est bizarre. J'en ai, j'ai pas pleuré comme ça, mais j'ai pas hoqueté. Mais en tout cas, j'avais les yeux mouillés quand un copain breton, philisternin, qui me dit, et évidemment, c'est le poème de Prévert qui m'a donné envie d'écrire ce roman. Le poème de Prévert. Ah oui, bien sûr. Chasse à l'enfant. Et là, j'ai 3 filles. Les 3 filles ont annonné ce poème de Prévert. Voyou, voleur, je m'attends. J'ai annonné ce poème de Prévert. Voyou, voleur. Aucun instituteur ne s'est penché vers nous. Ah, en tout cas, ni vers elle, ni vers moi, en disant, hé, les enfants. Je te pose quand même cette question parce qu'elle m'a été inspirée par cette chanson de Ferrat. Non, mais je vous aurais pas dit la fin. Là, vous voulez faire chorus avec Sorge parce que vous faites les malins, mais bon, je vais vous dire, c'est très dommage. Mais bon, Sorge, je voudrais juste en revenir. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut laisser aller vers le livre. Oui, mais si tu veux, ça c'est pas la fin. Hein. Il y a 2 chapitres après. Donc, Sorge, je voudrais te demander si tu es d'accord avec la chanson de Jean Ferrat, On ne guérit jamais de son enfance. Oui, bien sûr. Oui, mais j'ai pas envie. Non. Mais tu es d'accord avec ça? Tu penses que c'est... il faut... J'ai pas envie de guérir, voilà, c'est comme ça, c'est trop tard. Il faut... Moi, je crois que j'en ai parlé ici déjà, j'ai 3 filles. Oui, c'est vrai. Il y a cette tellement jolie phrase de Bobby Sands, écriviste de la faim irlandais, mort en grève de la faim pour le statut de prisonnier politique, 1981, 5 mai 81, à Belfast. Au camp de Longkesh, ça a été le premier des 10 morts irlandais, des 10 qui sont morts à cause de Maggie Thatcher. Et donc il allait mourir et il a écrit cette phrase qui est mon socle et qui le sera pour l'éternité. C'est notre revanche sera le rire de nos enfants. Et moi, ma revanche, c'est le rire de mes filles. Tant pis pour mon père, tant pis pour mon mère, tant pis pour mon enfance, tant pis pour tout ce temps gâché, tant pis pour ce rendez-vous manqué, tant pis pour eux, en fait. Mais ma revanche, moi, c'est le rire de mes filles. Et quand mes filles me disaient, quand c'était petite, imite ton père, s'il te plaît. Et que je hurlais, je disais, ah non, en plus, on n'y croit pas, là. Ça, c'est... Voilà. Tout le reste ne compte pas. En fait, ils sont morts seuls. Et tant pis. Mais moi, je n'ai rien à expier, j'ai rien à partager. Voilà. On a tous créé nos propres familles, nos propres vies. On s'en est débarrassé plus ou moins bien. En tout cas, moi, je garde. Je veux que j'ai des blessures, j'ai des cicatrices, je veux que tout soit intact et tout reste en l'état. J'ai pas une peau de bébé. J'ai un cuir et ce cuir-là, il me va. Voilà. Merci beaucoup, Sorge.
Nous avons le temps de poser strictement aucune question. Dans 10 minutes, il faut que nous libérions la salle par moins de 10 minutes. Et je vous demande de pas vous éterniser aux dédicaces, non pas de ne pas faire des dédicaces, bien sûr, mais parce que là, on est vraiment très très en retard sur la soirée. Effectivement, on n'a pas de questions, hein, mais une seconde encore. Il y a une question, Charlotte, que tu n'as pas vue, mais elle était à la page 407 dans les remerciements. Pouvions-nous rêver mieux la présence de Sorge pour clore notre saison 2023? Bon, eh bien, la réponse est forcément dans la question. On te remercie beaucoup, Sorge, pour cette rencontre. Merci, Sorge, d'avoir clos cette saison. Et encore pour ton livre touchant et encore bien douloureux aussi. Tu vas nous manquer, mais nous saurons te retrouver dans les librairies ou à Étonnant Voyageur. Vous aussi, public, vous allez nous manquer parce que ce soir vient de marquer notre dernière rencontre de l'année, mais c'est aussi celle de l'Encre Malouine. Charlotte a décidé de prendre congé, son rôle d'intervieweuse. On ne l'entendra plus nous dire « Ce soir, nous n'avons pas reçu un auteur, mais un écrivain ». On n'entendra plus non plus, à propos de Serge, son évidente écriture stylée qui dit que les feuilles feuillent. Et oui, ça, elle nous l'a répété bien souvent. Ce soir, nous, les membres du CA de l'Encre Malouine, n'avons pas le temps de nous attarder sur les performances de Charlotte. Notons quand même que la présence de Sorge, soit la 3e fois, prouve l'adhésion des écrivains à son talent de lectrice et d'analyse. Et Sorge ne voulait pas manquer évidemment ce dernier rendez-vous, c'est lui qui nous l'a dit. Bref, Charlotte, on veut te remercier très humblement pour ton engagement au service de la littérature. Modestement, on veut t'offrir ces fleurs, si quelqu'un veut bien les apporter, voilà, qui représentent toute notre gratitude. Merci Charlotte, parce que tu nous as régalé pendant ces 10 années. On repart tous avec un très grand enrichissement. Et moi, le premier, qui ne connaissait même pas la littérature. Voilà. Merci beaucoup Charlotte. On ne peut pas prendre trop de temps parce que Sorge doit aller faire sa dédicace. Merci le public, parce que sans vous, évidemment, on n'aurait pas eu tout ce loisir. Merci à tous. Et à bientôt pour d'autres aventures. Merci Charles. Bravo Charles.